Bonjour messieurs, aujourd'hui nous poursuivons une, une interrogation que nous avons eue sur le thème qu'est-ce qu'une constitution et donc la méthode qui va présider à notre analyse. Donc Christian avait fait une présentation à ce sujet-là et avait mis notamment en avant la notion de rigueur. Et puis, il en avait décliné un certain nombre de choses. Tu avais déjà fait une vidéo remarquable à ce sujet en 2021, enfin que moi j'ai vu en 2021 en tout cas, au mois d'avril, et sur lequel j'avais déjà fait un commentaire, et j'invite les gens à aller voir cette vidéo également, si sur ton site, elle doit être disponible, j'imagine, christianleroux.com ou sur ta chaîne YouTube. Et donc, par rapport à ça, moi j'avais fait une remarque en me disant, mais mettre la rigueur en premier, ça me semble un petit peu bizarre, et donc j'avais fait un commentaire donc, que je vais vous livrer aujourd'hui, puis j'ai un petit peu enrichi et creusé ça un peu plus. Donc, dans le cadre, donc, qu'est-ce qu'une constitution et comment l'analyser, et donc notion de rigueur et de logique. Donc, Christian pose la rigueur comme la valeur formelle subjective, l'amorce quelque part, devant guider l'audit que nous avons à mener. Et tu en dérives deux normes objectives à satisfaire pour atteindre cet objectif subjectif de vigueur, la précision et accessoirement la clarté, et deuxièmement la cohérence. Alors, pour ma part, je dirais la valeur de rigueur, même si j'y agrée, mais pourtant tout de suite apparue comme difficile à mesurer, à apprécier. Entendons-nous bien, je ne renie pas cette notion de rigueur du tout, hein, mais je dirais, elle ne m'apparaît pas première. Et puis, en dériver la précision comme norme, est donc tout à fait de bonne loi. Toutefois, la précision est souvent signe de rigidité, de manque de souplesse, donc. Ceci est tout particulièrement le cas pour un texte juridique, où bien souvent, c'est en fait volontairement qu'une grande précision n'est pas voulue, pour justement laisser de la souplesse, de la latitude dans l'application de la loi, pour que la vie sociale ait un espace justement de vie où se déployer. Alors, moi j'oppose à ce principe un principe de logique plutôt que de rigueur. Donc maintenant, je fais une digression sur rigueur versus logique. Alors, la rigueur, selon Larousse, c'est le caractère, une manière d'agir de quelqu'un qui se montre sévère et inflexible. En tant que concept, Michel Bourdeau, donc, dans sa publication La rigueur informelle de 2018, il dit que le concept de rigueur, par exemple, n'est philosophiquement guère productif. La littérature sur le sujet est quasi inexistante et sans grand intérêt. En fait, la notion de rigueur, et là c'est moi qui parle de nouveau, a tendance à s'attacher à la forme et à laisser le fond à part. On a le formalisme et la rigueur des mathématiques, donc logique formelle, et rigueur des mathématiques s'applique tout à fait la rigueur, et surtout depuis Hilbert. Or, si la logique se doit d'être rigoureuse dans son expression, elle n'épuise pas d'emblée l'ensemble des occurrences particulières. Car, comme le souligne Wittgenstein, il y a toujours un saut entre la règle et son application. Et cela parce que nous sommes à des niveaux de modélisation différents. Ce n'est pas simplement des niveaux d'abstraction, mais des niveaux de modélisation différents. Donc, en d'autres termes, le rapport avec le réel doit toujours être présent au cours du raisonnement. Et c'est ça qui doit guider. En effet, par exemple, on pourrait tout à fait construire de manière totalement et formellement rigoureuse un corpus de règles, mais qui n'aurait aucun rapport avec la réalité.
D'ailleurs, dans les mathématiques, il y a un certain nombre d'axiomatiques qui sont de cette nature, qui ne se préoccupent absolument pas de la réalité, de savoir si ça a une correspondance avec le réel. Ils forment un ensemble d'axiomes et puis construisent toute une élaboration parfaitement formelle, parfaitement rigoureuse, mais qui n'est pas en connexion avec le réel. Mais bon, dans le monde des mathématiques, ça ne pose pas de problème particulier. Pour le dire encore autrement, les modèles, ici les règles en définitive, ne sont valables que s'ils correspondent à la réalité, que s'ils représentent bien des instances de ce que l'on observe factuellement. Par exemple, la constitution de l'URSS, dont j'ai eu l'occasion de parler dans une de mes émissions une fois, elle était parfaite. Sur le papier, elle était parfaitement rigoureuse, parfaitement merveilleuse, sauf qu'elle avait un biais qui la rendait en réalité totalement inapplicable et inappliquée factuellement, c'est qu'il y avait le principe du parti unique, et puis qui en fait annihilait totalement toute cette construction parfaitement belle et rigoureuse. Donc ça, c'est pour un premier problème, je dirais, sur le simple concept de rigueur. Et de plus, en tant que modèle, c'est forcément quelque chose qui repose sur un langage. Alors, à chaque fois que nous reposons sur... bien, on est sur un niveau de modélisation différent, donc on a donc bien un langage de niveau différent. Donc, reposant sur un langage, nous devons être conscients des limites d'expression de celui-ci. C'est inhérent à tout langage. Donc, et donc inhérent à toute mobilisation de la réalité telle que nous la percevons. Donc, ça, c'est déjà par rapport à ce qu'on perçoit. Mais encore plus, bien évidemment, par rapport à la réalité, au réel sous-jacent. Donc, c'est la raison pour laquelle la science, notamment, procède par expérimentation, par vérification concrète de la validité de la théorie, pour que le modèle et les mots qu'il met en jeu soient à la fois bien définis et représentent bien la réalité. Alors, donc, voilà, c'est deux niveaux. Pour ce qui concerne la logique, elle, le Larousse en donne plusieurs définitions, j'en ai retenu les deux premières. Un, donc c'est relatif à la science de la logique, et deux, conforme au beau sens, cohérent, rationnel. Alors, le concept, donc je dirais que la définition et l'étude de la notion de logique remontent à minima à Aristote, il a même été évoqué avant, et a fait l'objet de nombreuses contributions depuis lors. En particulier pour ce qui concerne la logique binaire. Ainsi, celle-ci est définie de la manière suivante par Roland Christophe du CNRS. La logique vient du grec logos, qui signifie parole, discours, et par extension rationalité. La logique est donc la science de la raison. Plus précisément, c'est la science qui étudie les règles que doivent respecter tout raisonnement valide, qui permet de distinguer un raisonnement valide d'un raisonnement qui ne l'est pas. Donc là, je citerai toutes les références que je fais et je les mettrai sur le site, hein, tous les liens. Okay. Donc ça, c'est déjà une première chose qui, je dirais, assoit, la notion, le concept de logique. On notera également qu'il existe des logiques non binaires, parce que bien souvent on parle des logiques binaires, comme la logique floue, qui est utilisée notamment en informatique, la notion d'indétermination, donc, et notamment de nouveau en informatique, les notions comme des valeurs nulles. Alors, je ne sais pas si ça parlera à des gens. Nul, ça veut dire que quelque chose n'a pas de valeur. Voilà. Ça pourrait en avoir une, mais ça, on n'a pas. Il se trouve que, voilà, on n'a pas. Donc, c'est indéterminé. Voire nil, c'est-à-dire non seulement ça n'a pas de valeur, mais ça n'aurait pas de sens que ça en est, dans le contexte considéré. Donc, ça, c'est donc ce qui concerne les notions d'indétermination qu'on rencontre fréquemment en informatique, qui posent parfois d'ailleurs problème dans la mise au point des programmes. Ou bien encore de la logique, notamment dialectique
d'Hegel et de Marx, qui s'écartent bien évidemment de la logique, je dirais, purement binaire et formelle au sens traditionnel du terme. Marx, d'ailleurs, je fais une petite digression à ce sujet, que nous avons d'ailleurs invoqué à plusieurs reprises dans notre analyse de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour la fameuse vieille plaisanterie du régler par la loi tout le principe qui était si beau et posé précédemment. Donc on voit bien que c'est tout à fait intéressant, justement, ça justifie le fait de pouvoir faire ce genre de référence. Ce que ne permettrait pas la rigueur en elle-même toute seule, je dirais. Donc, je dirais que la logique, c'est un surensemble, quelque part. Ça englobe la rigueur. Et donc, d'une manière générale, compte tenu de tout cela, je dirais que le concept de logique m'apparaît donc plus général, c'est ce que je viens de dire, et mieux fondé que celui de rigueur. Alors, donc c'est pour ça que je voudrais donc proposer, plutôt que comme valeur formelle subjective première à la place de la rigueur, la logique, donc du coup qui est quand même un peu moins subjective, du coup, je dirais. Hein. Le logos, donc comme valeur première issue de la tradition philosophique, d'où on pourrait dériver deux normes objectives à satisfaire. Premièrement, l'exactitude, à la place un peu de la précision, et la cohérence. La cohérence, ça reste la même chose. Donc, au niveau principiel, donc par exemple au niveau du préambule de la Constitution, on pourrait dès lors s'interroger si les principes qui sont posés par ces principes sont exacts, c'est-à-dire s'ils sont justes pour les hommes en société, ce serait le critère, donc l'exactitude. Et de même, au niveau du corps de la Constitution, des articles de la Constitution, il serait aisé de mesurer dès lors si les articles sont bien conformes à ces principes, s'ils les respectent, s'ils sont en cohérence et la traduction exacte dans un niveau de droit, je dirais, inférieur de ces principes énoncés à un niveau supérieur. En d'autres termes, s'ils sont exacts en regard de ces principes. Dès lors, on verrait plutôt la précision dont tu parles et la régularité sont comme des axes qualitatifs. Hein. Donc, ça ferait partie de cet ensemble, hein, évidemment. Hein. Ça ne contredit pas ce que tu disais, hein, mais ce n'est pas des axes premiers, ce sont des axes plus des propriétés, je dirais, et comme des moyens d'appréciation. En effet, ces qualités promeuvent bien évidemment la satisfaction des normes d'exactitude et de cohérence. Ça permet de les mesurer suivant différents autres axes. Alors, le mot de la fin, donc voilà, ça ne remet pas en cause les travaux. Disons, pourquoi est-ce que j'ai fait? Parce que je ne suis pas certain que ça va changer grand-chose à nos analyses. Hein. Ce discours, c'est juste pour être un peu plus, justement, peut-être rigoureux, justement, et logique dans nos raisonnements. Mais c'était parce que j'avais déjà réagi il y a quelques années à ce sujet, et à l'époque, on ne se connaissait pas encore aussi bien, Christian. Et donc, du coup, ça m'a paru intéressant de soulever ce débat, bon, même s'il est un débat assez théorique, hein, je mais qui présente quand même l'intérêt de, je dirais, de se poser la question du déploiement dans le réel, justement, de ces textes. Le mot de la fin, justement, pour illustrer ce que je viens de dire, jus summum summa injuria, attribué à Cicéron, l'extrême justice est extrême injustice. Voilà, messieurs, pour cette petite présentation. Christian, peut-être, puisque tu es interpellé par je t'interpelle par tout ce discours. D'abord, je te remercie de m'interpeller. Je sais que j'adore être contredit même. Et ton interpellation est très courtoise. Hein. Voilà. Et elle me permet d'aller effectivement un peu plus loin dans ce que j'avais exposé, mais que je continue d'exposer. En fait, la question
il me semble, dont nous parlons, c'est notre méthodologie d'analyse critique. Comment est-ce que nous construisons notre méthodologie d'analyse critique de la Constitution et de ces textes afférents? Donc nous parlons de la forme, pas du fond. Et je crois que s'il doit y avoir des petites divergences entre ce que je dis ou ce que je pense et ce que tu dis et ce que tu penses, c'est qu'il y a pour moi une séparation qui est très très claire entre la forme et le fond. Il me semble que tu l'as fait moins. Alors, je vais m'en expliquer bien entendu, après avoir porté ce jugement quelque peu péremptoire. Alors tu as eu raison de dire que qu'il fallait placer notre méthodologie d'analyse critique au centre d'une certaine valeur qui était subjective forcément parce qu'on va décider de quelque chose. Bon, donc c'est subjectif, mais que de cette valeur allait découler, pour la mesurer, des normes qui elles seront objectives. Alors, ce que j'ai proposé, donc, comme valeur subjective dans le sens où on décide que c'est cette valeur-là sur laquelle on va se baser pour faire notre analyse critique, c'était la rigueur, hein, et que les normes qui en découlaient, c'était la précision, la cohérence, auquel j'ajoutais d'ailleurs la clarté, hein, parce que je faisais un distinguo entre la précision et la clarté, qui sont objectif. Alors, pourquoi subjectif, pourquoi objectif? Parce que rigueur, on décide que la rigueur va nous guider dans notre analyse. On pourrait décider autrement. Il n'y a rien qui, objectivement, va pouvoir valider cette décision. Par contre, une fois qu'on a pris la décision d'analyser, de fonder nos critiques sur la valeur rigueur, eh bien, on a des normes qu'on va pouvoir objectiver, me semble-t-il, la précision, la clarté, la cohérence. On va pouvoir dire à chaque fois si c'est précis ou pas, et on va pouvoir le prouver objectivement, etc. Voilà. Alors, c'est à partir de là que commence notre petite divergence. Toi, tu mets en cause, tu mets des doutes sur le bien fondé de placer la rigueur en tant que valeur centrale de la critique, en fait, les critiques basées sur la rigueur. Et tu préférerais qu'il y ait logique. Alors, tu commences par une critique, hein, une critique de la critique. D'ailleurs, Marx a été encore plus loin parce qu'il parlait de la critique critique. Hein, c'était à propos de la Sainte Famille, là, des frères Bauer. Alors donc, tu dis que la précision, donc norme qui découle de la valeur rigueur, c'est trop rigide et pas assez souple. Alors, ça emporte d'emblée l'idée que la loi, il vaut mieux que... C'est mieux si elle n'est pas précise. Bon, là déjà, on a... oui, alors je te vois hocher la tête, mais bon, il me semble que tu as quand même renchéri en disant qu'il fallait laisser de la souplesse dans l'application de la loi. L'application de la loi, c'est les tribunaux qui la font. Hein. La loi, elle est écrite par les législateurs, et ensuite elle est appliquée par les tribunaux. Bon, lorsqu'il y a un litige. Et que le tribunal, soit il n'a pas du tout de souplesse, parce que comment dire, on parlait la semaine dernière de l'incrimination, hein, donc la description de l'incrimination est extrêmement rigoureuse et précise, et que donc soit c'est pas très précis, et à ce moment-là il a de la souplesse, et tu penses que c'est mieux. Bon, et là voilà, il y a deux conceptions qui s'affrontent, enfin, ou qui débattent entre elles. C'est une conception d'une loi qui est écrite sans qu'il y ait pratiquement de latitude pour le juge de l'appliquer de la façon dont elle est écrite, et puis une autre conception qui est que la loi, par principe,
elle doit penser qu'il va y avoir. Alors, une phrase très intéressante, je pense que tu dis, c'est que il y a toujours un saut, hein, entre la règle et son application. Voilà, ça c'est très intéressant. Je ne sais plus qui c'est qui dit ça, Aristote, je ne sais pas qui. Bref, c'est pas Einstein. J'ai plus suivi. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça. C'est Wittgenstein, je ne Ah, sais pas si je prononce Il y avait Einstein au fond, d'accord. bien. Ok. Oui, alors, il y a toujours un saut entre la règle et son application. Bon, alors, ça dépend de ce qu'on appelle saut. Et il y a forcément un saut, puisque la règle, c'est quelque chose d'abstrait, hein, puisque une loi, moi j'appelle ça une règle abstraite. Hein. Et ensuite, un jugement, c'est quelque chose d'extrêmement concret. C'est monsieur, vous allez en prison, on vous prend, vous avez une préhension physique. Donc, il y a forcément un saut. Mais, est-ce qu'il doit y avoir un saut? Est-ce que ça doit être un saut de puce? Ou est-ce que ça doit être un franchissement d'une crevasse extrêmement large? Moi, je pense que ça doit être un saut de puce. Et que précisément, plus la loi, enfin, en l'occurrence, plus la loi va être précise et rigoureuse, moins ce saut sera important. Ensuite, tu dis qu'il faut que la loi soit en rapport avec la réalité. Alors, nous sommes tout à fait d'accord, mais là, on touche au fond. On touche au fond. Et on passe à autre chose, à mon avis, que ce qu'on fait, c'est qu'une analyse sur le fond. La loi, bon, elle devrait être écrite autrement parce que si elle est écrite comme ça, elle ne tient pas assez compte de la réalité. Bon, alors que l'analyse, disons, uniquement de la forme, ne s'attache qu'à la façon dont elle est écrite. Alors, effectivement, les deux idées peuvent se rejoindre dans la mesure où la façon dont est écrite la loi, si on constate qu'elle est totalement déconnectée de la réalité, il y a un problème. Donc effectivement c'est quelque chose qui, ça me paraît être la chose la plus intéressante qu'il y a à creuser et qui nous a peut-être un peu échappé, mais que du coup je vais maintenant réintégrer dans mes analyses. Alors ensuite, autre idée, aussi qui est une idée de différenciation, hein, entre deux visions de la construction législative, c'est le langage a des limites lorsqu'il s'agit d'écrire une règle abstraite. Bon, ben moi, voilà, je pense pas. Hein, voilà. Je pense que, justement, l'exigence de rigueur qu'on doit avoir, me semble-t-il, dans l'écriture de la loi, c'est pour que on atteigne une signification qui qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que on a suffisamment de vocabulaire et suffisamment de syntaxe pour pouvoir décrire très précisément une infraction. Alors, maintenant, la logique. Pour moi, elle ne s'oppose pas à la rigueur. Et tu dis que la rigueur est comprise dans la logique. Moi, je dirais que c'est le contraire. Alors, tout dépend aussi, parce qu'il y a une chose qui n'a pas été faite, c'est la définition de la rigueur. Bon. La rigueur, pour moi, c'était uniquement formel. Et lorsque tu dis, par exemple, la rigueur, c'est la sévérité, hein, tu as cité je ne sais plus qui en disant non, la rigueur, c'est pas, ça n'a rien à voir avec la sévérité. Alors c'est vrai qu'il y a une extension de langage, bon, il y a beaucoup de mots qui sont polysémiques, on a dans rigueur, c'est vrai, deux acceptions qui sont, je dirais, véhiculées trivialement par l'esprit commun, c'est... alors l'esprit commun, le plus généralement, va dire effectivement la rigueur, c'est celui qui est rigoureux, c'est quelqu'un qui est sévère. Bon. Et l'esprit scientifique dira non, celui qui est rigoureux, c'est quelqu'un qui s'exprime précisément lorsqu'il dit quelque chose. Voilà. Bon. Et c'est plutôt cette deuxième exception-là que je retiens, moi, lorsque je fonde sur elle la méthodologie de l'analyse critique des textes
constitutionnelle. Donc, rigueur-sévérité, non. Rigueur, tout simplement, un exercice de forme qui fait que on va pouvoir écrire sous le sceau de la rigueur des choses qui vont être claires, précises, cohérentes. Alors, ensuite, alors, la rigueur, effectivement, je maintiens qu'elle surplombe et que la logique fait partie de la rigueur. Pourquoi? Et non pas l'inverse. Alors, parce que, d'abord, la logique n'est pas incompatible avec la rigueur, c'est-à-dire qu'on peut écrire un texte extrêmement rigoureux et qui soit logique, hein, et cette logique qui pour moi est une norme, qui n'est pas une valeur, qui est plutôt une norme au lieu d'être une valeur, eh ben, moi je l'appelle cohérence. Lorsque mes trois normes, clarté, précision, cohérence, sont exposées comme étant des outils d'évaluation de la valeur subjective rigueur, eh bien dans cohérence, pour moi c'est presque synonyme de logique. La cohérence, c'est lorsqu'on dit, enfin l'incohérence, c'est lorsqu'on dit le contraire de quelque chose qu'on vient de dire avant. C'est pas logique. La logique, c'est quelque chose qui se déroule, hein, et qui n'a jamais d'accroc. Voilà. Bon. Et donc, d'une part, pas du tout d'opposition entre rigueur et logique. La logique est inclue, me semble-t-il, en tout cas, je l'inclus presque en tant que synonymie de la cohérence, en tant que donc, troisième norme d'évaluation de la valeur rigueur. Et puis, concernant... Alors, d'ailleurs, lorsque tu as fait ce schéma avec valeur logique, norme d'application, tu as dit exactitude et cohérence. Alors, cohérence logique, pour moi c'est un petit peu synonyme. Par contre, j'ai un problème avec l'exactitude. J'ai un très très gros problème avec l'exactitude parce qu'à partir du moment où on met l'exactitude surtout comme une norme, je pense qu'on enfreint deux choses. D'abord, on rentre dans le fond. Ah, on ne peut pas dire ça c'est exact, c'est pas exact si on entre dans le fond. Lorsqu'on est dans la critique uniquement de la forme, on ne va pas pouvoir dire c'est exact ou c'est pas exact. Hein, on ne juge que la forme. Et ensuite, sur le fond, alors, sur le fond, franchement, je ne sais pas ce que c'est que l'exactitude, et surtout dans le domaine, alors, si on est dans le domaine législatif, on va pouvoir, dans le domaine historique, hein, travailler sur l'exactitude, voire dans le domaine politique, dans le domaine législatif, et là donc je vais m'arrêter là-dessus et te renvoyer la balle pour tout à l'heure. Je voudrais que tu me donnes des exemples, hein, c'est-à-dire de morceaux de phrases ou de morceaux de propositions à l'intérieur d'une loi qui répondent à cette exactitude, des choses qui ne sont pas exactes, par exemple, dans le corpus existant, des choses qui ne sont pas exactes dans la rédaction de la loi, et puis comment elles pourraient être régies autrement en étant exactes. Voilà ce que j'avais à répondre à notre ami Luc sur ce point. Jean-Charles. Oui, eh bien, je vois que vous êtes l'un et l'autre axés dans une direction, dans un débat qui semble brûlant. À la fin de son exposé, Luc a dit que c'était malgré tout une espèce de face-à-face qui est peut-être effectivement de la méthode, de la forme, hein, etc. Bon, il relativise malgré tout son intervention. Moi, vous me cueillez un petit peu. Bon, j'avais entendu parler et j'avais assisté à cette amorce de débat à la fin de la présentation de Christian l'autre jour. Et moi, je m'y étais pas arrêté. Je m'attendais pas à ce que le débat s'ouvre dans cette direction. Je n'avais pas été briefé, on va dire. Bien. Alors bon, je vais pas rentrer. Je pense que vos raisonnements, vos exposés à l'un et à l'autre sont tout à fait
euh, intéressants, ils ont de la matière. Voilà, il y a des axes, des affirmations de Luc qui sont audibles, Christian de la même façon. Voilà, bon, moi j'ai pas envie d'arbitrer entre les deux. Je pense que rigueur et logique, effectivement, on peut faire l'un et l'autre. Bon, voilà, j'ai pas envie de. Mais malgré tout, bon, la dernière intervention de Christian est quand même assez convaincante. Bon, moi, en lisant l'intitulé, j'avais vu qu'est-ce qu'une constitution. Je pensais qu'on allait parler de la constitution. Je n'avais pas vraiment beaucoup recherché. Et pour moi, mais je vais raccorder à ce que vous dites, malgré tout. Pour moi, une constitution, quand on dit que quelqu'un a une bonne constitution, c'est pas seulement qu'il a seulement une bonne structure, une bonne musculature et une bonne ossature, une bonne musculature et ossature, c'est ça, mais il a aussi un bon métabolisme. Et là, donc, cette histoire me fait ajouter la notion de dynamique. Dynamique à tout cela. Bon, la rigueur, elle est. Est-ce qu'il y a une notion dynamique dans la rigueur? Dans la logique, peut-être qu'on pourrait l'avoir un petit peu plus, mais bon, voilà, je trouve que dans ce débat, la notion de dynamique dans le raisonnement, dans que la forme soit souple ou un petit peu plus rigide, etc. Justement, vous en avez parlé. Pour moi, il me manque, et je me suis pas suffisamment penché sur ce sujet pour pouvoir insérer dans votre discours et savoir à quel endroit je dois insérer ma préoccupation que je vous expose. C'est donc la dynamique, le côté dialectique des raisonnements, etc. Je ne sais pas encore très bien comment vraiment bien insérer cette chose-là. Bon, et ensuite, comment dire, j'ai l'impression que nous sommes en train de discuter, comment dire, de la sagacité de notre intelligence et de comment la pratiquer. Et aussi de comment combattre la non-sagacité et la non-intelligence de ceux à qui on s'adresse. Et voilà, c'est non pas que je veux dire que nous serions intelligents, en tout cas, ou sagaces, mais nous avons, en tout cas, à n'en pas douter, conscience et souci de l'être ou d'essayer d'y parvenir, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Voilà. Donc, nous sommes en train d'essayer de décrire nos armes de guerre, nos harnais, notre harnachement, peut-être même nos chaînes, pour pouvoir aller faire référence et porter nos conclusions, notre intelligence, nos analyses et convaincre celui qui va nous entendre. Et on est en train d'essayer d'affûter nos armes pour pouvoir le faire. Voilà, chacun ses armes. Je pense que vous avez votre sincérité, encore une fois, votre sagacité, votre intelligence pour faire un long parcours. Chacun le choix de ses armes, mais je pense que là, vos armes sont quand même tout à fait satisfaisantes et en ce qui concerne le projet. Voilà ce que j'ai à dire parce que je n'ai pas été, dans le feu de cet argumentaire et de cette petite controverse. Voilà. Merci Jean-Charles. Merci d'ailleurs de nous féliciter du fait que ces outils soient satisfaisants ou semblent satisfaisants, qu'on essaye d'en forger les plus pertinents et les plus sagaces possibles. Oui, voilà. C'est bien l'objet de cela, hein, et de ne pas laisser d'angle mort. Et un angle mort, justement, je pense que là, je pense qu'avec la méthode que propose Christian, hein, bon, c'est pas des, enfin, je veux dire, on n'est pas sur des divergences, enfin, c'est des divergences qui ne sont pas si négligeables que ça, mais il ne faut pas non plus les surévaluer parce qu'on va retomber sur la rigueur, sur le formalisme, etc. Enfin, il y a plein de choses qui vont se recouper et qui nous échapperont pas malgré tout. Donc,
qu'on travaille d'une manière ou d'une autre, je pense que c'est pas ça. On a au moins la famille d'outils qui nous faut, les cartes en définitive en main qui nous permettent de faire un travail, je pense, d'une certaine pertinence, justement, et qualité. Sur la question de l'exactitude, je pense que là, c'est vraiment là, peut-être, le nœud du truc. Hein. Eh bien, l'exactitude, c'est quoi? C'est le lien avec la vérité, quelque part. C'est le lien avec le réel, le lien avec la réalité. Comme je disais tout à l'heure, avec la rigueur simplement et le formalisme, on peut construire quelque chose qui n'a aucun rapport avec le réel. C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, tu le dis, hein, par rapport au réel, effectivement, il faut quand même se poser la question de cette accroche. Hein. Tu en as convenu, Christian, et que c'est quelque chose qu'il faut que tu intègres à ton raisonnement. Je pense que justement, cette notion d'exactitude permet de confronter, de dire, est-ce que quand on dit ça, ou est-ce que quand ils disent ça dans une loi, est-ce que ça correspond bien au réel? Prenons l'exemple de notre analyse du développement durable, de la charte de l'environnement. À la limite, ça a une cohérence interne totale. C'est cohérent, leurs trucs sont construits. Bon, on va faire abstraction de tout ce qu'on a dit, parce qu'on l'a bien cassé le truc. Mais bon, bref, admettons que ça a une certaine cohérence interne, sauf que ce n'est pas exact par rapport à la réalité. Il est bien là le problème principal, je dirais, de cette charte de l'environnement de 2004. Je pense que tu en conviendras. Et avec simplement rigueur, précision, cohérence, quelque part, c'est-à-dire, mais toi-même, Christian, tu fais déjà ce que, tu es déjà sur la même longueur d'onde, je dirais, parce que tu as confronté, tu as bien relevé ça, en définitive, que ça ne correspondait pas à la réalité. Et donc, je pense que c'est vraiment ça. Et l'exactitude, le lien avec la vérité, parce qu'il passe par là. C'est ça que ça veut dire, quelque part. Hein. Quand j'ai cité, par ailleurs, ça c'est une première chose. Pour revenir sur la forme, sur la question de la forme est extrêmement importante. Il faut que ça soit le plus... Voilà, hein, je mets exactitude, cohérence, avec précision et régularité, clarté également. Tout ça, ce sont des qualités, des caractéristiques, des propriétés de ces axes. Je ne les renie absolument pas, hein. C'est juste des propriétés. C'est moins premier que les autres. Mais faire attention à la forme, quand on n'a que la rigueur, donc que la forme. La rigueur, c'est en fait, on se concentre sur la forme. C'est pour ça qu'on parle de sévérité et d'inflexibilité de la forme et qu'on le rapproche au caractère humain. La forme, tu ne peux pas y déroger. Il n'y a absolument aucune... on est dans de la logique quasiment binaire. Enfin, les mathématiques, ça fonctionne de cette manière-là. Sauf que, comme j'ai cité 3 exemples, il y a des logiques différentes. Les logiques floues. Donc, la logique floue, je vais vous le dire en fusil logique, c'est en fait, la vérité n'est pas vrai ou faux. La logique n'est pas en vrai ou faux. Elle est en proportion, en probabilité de vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas 0 ou 1, c'est un pourcentage de vérité. Ça peut être 50%, 20%, 80%, etc. Il y a plein de choses qui fonctionnent beaucoup mieux, même dans les automatismes, hein, ce n'est pas que de l'informatique, qui marchent beaucoup mieux justement par ces logiques un peu imprécises que par les logiques binaires. Donc, on a parlé de la dialectique, voilà, c'est aussi de la logique. En toute rigueur, les gens qui sont des formalistes purs et durs, les positivistes purs et durs, ils rejettent totalement la dialectique, ils disent que ça n'existe pas. Hein. Il faut bien voir que les gens qui sont les formalistes purs et durs rejettent complètement notamment la dialectique hegelienne. Ça, je pense que c'est vraiment important. Et puis, un point dur, là par contre, là je pense qu'on a une grosse divergence, on va y revenir. Quand on va dire, est-ce qu'on est capable d'exprimer quelque chose dans une loi, dans un texte de façon purement, réellement formelle et inambiguë? Non. Et ça, c'est vraiment un gros problème, parce que c'est lié au langage. Le langage, il est à distance. Un modèle est forcément à distance de la réalité. Forcément. On est à un autre niveau, on modélise déjà dans notre cerveau, c'est un langage déjà. Quand on parle français, c'est un langage, c'est pas le réel. Quand je dis crayon,
j'ai dit crayon. C'est quelque chose dans ma tête qui dit crayon. Mais ce n'est pas le crayon. Ceci n'est pas une pipe, en gros, de Magritte. Hein. C'est vraiment ça, c'est très important de pointer. Et là, les conséquences sont peut-être importantes. Bon, évidemment, nous, je pense que pour les travaux du CRC, je ne pense pas que ça sera gênant. Mais je pense qu'effectivement, dans la rédaction d'une constitution, par contre, je pense que c'est important au final. C'est ce saut, justement, dont on parlait, entre la règle abstraite et son instanciation et le jugement. Toi, tu dis qu'il faut réduire au maximum ce saut, voire l'annihiler en faisant des robots qui rendraient la justice. Hein, je ne pense pas trahir ta pensée, parce qu'il me semble que tu l'as déjà énoncé par ailleurs. Et là, pour moi, je suis vraiment en opposition, parce que ce débat-là, il va jusque-là. Si on le pousse, si on devait rédiger une constitution ensemble, ça changerait effectivement beaucoup de choses, pour le coup. Puisque là, ça veut dire que toute la vie serait réglée une fois pour toutes dans des textes, dans un livre. Quelle est l'occurrence de ça? Ben, c'est les religions du livre, notamment. On va croiser avec le... Où la vérité a été dite une fois pour toutes. Tu prends le Coran, c'est ça. Hein, la vérité est dite une fois pour toutes, de manière inaliénable et inaltérable dans le Coran. La vérité écrite dans un livre, bonjour l'enfer, hein, sur Terre. Bon, là, je pousse à fond le raisonnement, hein, évidemment. Question. J'imagine que ça ne va pas te laisser insensible, ce que je viens de dire. Oui. Alors, ton micro. Moi, je m'attache. Tu as parlé d'angle mort. Eh bien, il y a un angle mort concernant la critique du droit constitutionnel, en France et ailleurs. On sait critiquer à peu près tout, sauf le droit. Et à plus forte raison, le droit constitutionnel. Alors, je ferai un distinguo entre le droit constitutionnel et le droit en général. Hein, et là, très rapidement, je retombe sur l'application de la loi par des robots. Attention, on parle de la Constitution. On parle de la Constitution. Bon, on pourra faire un autre débat sur l'application de la loi robotique. On parle de la Constitution. Est-ce que la Constitution, il doit y avoir interprétation multiple de ce qui est écrit dans une Constitution? Il y a 90 articles, ou il y a 100 articles, ou il y a 60 articles. Est-ce qu'il doit y avoir des interprétations multiples? Alors, différence entre application de ce qui est écrit et... bon, voilà. Dans le domaine du droit constitutionnel, et je souhaiterais circonscrire notre échange là-dessus, il y a un angle mort, un angle mort, je dirais presque d'autoritarisme de la pensée, d'impérialisme de la pensée. Il n'y a pas de pensée critique sur le droit constitutionnel. Il n'y a pas de pensée critique. Il y a... Alors, ceux qui se prétendent juristes constitutionnels ou critiques du droit constitutionnel, qu'est-ce qu'ils font? Alors, il y en a qui nous vendent la Constitution. C'est-à-dire qui nous expliquent que tel article... en fait, si vous ne comprenez pas bien parce que vous êtes un homme de la rue, en fait, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et lorsqu'il y a un petit peu des débats politiques, ces juristes, ces juristes constitutionnels, qui se présentent comme des critiques du droit constitutionnel, viennent en fait nous expliquer ce que ça veut dire, tel article de la DDHC. Voilà, bon. Ensuite, il y a des critiques du droit constitutionnel qui disent « moi je critique », et critiquent le fond. J'ai dit non, c'est pas ça qu'il faudrait écrire, il faudrait écrire autrement parce qu'on veut une autre société qui soit... Bon, non. Bon. Tout ça, c'est pas de la critique du droit constitutionnel tel que je l'entends, en tout cas tel qu'il n'existe pas, et tel que je me propose avec les amis, partenaires, etc., de combler un vide à combler qui est la critique
uniquement sur la forme du droit constitutionnel, c'est-à-dire dire aux gens tout simplement ce que vous avez écrit, peu importe l'objectif, mais ça n'a aucun sens. Parce que vous voyez, vous avez sujet, verbe, complément, ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Ou alors, ça a un sens tellement multiple que les tribunaux derrière, qui s'appellent Conseil d'État ou Conseil constitutionnel ou tel juriste autoproclamé porte-parole du Conseil constitutionnel, va dire bah, écoutez, c'est ça qu'il faut comprendre, etc. Bon, et c'est ça, voilà, que je m'assigne comme mission, n'est-ce pas, sans aucun orgueil particulier là-dessus. Un mot sur cette affaire d'exactitude. Et tu as donné un exemple extrêmement intéressant. Tu as dit développement durable. Bon. Alors, le développement durable, c'est quelque chose qui est faux. Ça n'existe pas. Or, on l'a inscrit dans la Constitution comme une loi. Alors voilà un exemple qu'il est bon à étudier. Eh bien, je dirais qu'il y a deux métiers. Il y a un métier qui est critique du fond, juge du fond, qui va dire, attendez, il faut enlever ça de la loi parce que vous me parlez de quelque chose qui n'existe pas. Bon, la loi, et donc la Constitution, doit avoir un rapport avec la réalité. Elle doit être signifiante ou signifiée de la réalité, en tout cas, bon. Et là, je suis d'accord à 2000%. Donc, si je suis juge du fond, je dis, il faut l'enlever tout de suite, parce que ça n'a aucun sens du point de vue de l'exactitude. Mais, c'est pas mon métier. Juge du fond, il y en a 100 000 qui vont dire le développement durable, ça n'existe pas, il faut l'enlever. Moi, je suis le seul avec quelques-uns de dire, attendez, voilà. Peu importe que le développement durable soit un ectoplasme, quelque chose qui n'existe pas, voire un mensonge, je regarde comment c'est écrit. Voilà, c'est tout. En disant, mais attendez, il y a un autre boulot, voilà, c'est les autres qui le font. Et puis, dernier mot sur la rigueur. Eh bien, si on a trop de rigueur, la règle de la vie est écrite dans un livre. N'exagérons pas. D'ailleurs, tu as dit j'exagère. N'exagérons pas. On ne parle pas de la règle de la vie, on parle de la loi. Et on ne parle pas de la loi, on parle de la Constitution. Bon, c'est pas parce que la Constitution, quelle soit écrite dans la Constitution, que ça va régler la vie de l'homme tous les jours qui va au bistrot, qui boit un coup. Non. Bon, ce n'est qu'une Constitution. Hein, et si une Constitution est extrêmement rigoureuse, ça ne veut pas dire non plus qu'elle dit la vérité. Une Constitution n'a pas pour objectif de dire la vérité. Elle dit il faut faire ça. Bon, après qu'elle se fonde, une Constitution qui dit je dis la vérité, c'est une Constitution religieuse. Alors, de ce fait, la Charte de l'environnement est une Constitution religieuse. Bon, mais la Constitution de 58, ce n'est pas une Constitution religieuse, une Constitution tout ce qu'on veut, mais elle dit voilà, faut faire ça, mais elle ne dit pas pourquoi. Là j'ai fait un petit clin d'œil à Jean-Charles. La loi n'a pas à expliquer pourquoi elle dit qu'il faut faire ça. Ou alors c'est une autre conception de la politique, c'est une autre conception de la rédaction de la loi. Et là, je pense qu'il y a un clivage extrêmement important, et de ce point de vue-là, je suis extrêmement clair. De mon point de vue, la loi n'a jamais à expliquer, et même il doit être interdit d'écrire dans la loi quelque part quelque chose qui puisse faire comprendre que cette loi est prise parce qu'on pense que, ou parce qu'on veut qu'elle fasse que. La loi édicte une règle, point final. Elle est bonne, elle n'est pas bonne, ça c'est l'affaire du peuple, des législateurs, des représentants, du rouleau compresseur de l'histoire, de faire en sorte que la loi soit écrite au temps. Mais la loi n'a pas à expliquer pourquoi est la loi. Donc, du coup, la loi n'a absolument pas l'expression de la vérité, encore moins la Constitution l'expression de la vérité. Et bon, ce que tu décris, Luc, à juste titre comme étant un repoussoir, ça s'appelle une charia, ça s'appelle ce que tu veux, ça s'appelle pas une constitution. Voilà.
Jean-Charles, peut-être? Bon, on va pour alimenter ton histoire de stylo, là. Donc, il y a une autre référence, peut-être plus dans le sens que tu voulais l'utiliser, c'est La carte n'est pas le territoire de Korzybski. Voilà, voilà, c'est une façon de formuler autrement, mais je voulais indiquer cette petite référence supplémentaire. Décidément, je me demande comment on part d'un débat entre rigueur et logique et on en arrive ensuite à une justice rendue par des robots, à un livre à la charia, enfin, il y a cette espèce de totalitarisme de la pensée. Je crois que il y a et puis autre question, je ne sais pas pourquoi tu m'as fait ce petit clin d'œil sur le fait que la loi ne devait pas. Enfin, j'aurais dit, voilà, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais j'ai pas l'impression que j'ai dit que la loi la Constitution devait expliquer ou pas pourquoi, etc. Je sais pas, faudra regarder la vidéo. Bon. Enfin, donc, comment on arrive de rigueur et logique de ce débat et on en arrive à ça? Je pense qu'il y a des sous-entendus, des supposés pensées. L'un pense que l'autre pense quelque chose, que l'autre ne pense pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même un non-dit, mais peut-être que même ni l'un ni l'autre ne savait définir l'endroit où ça achoppe. Je ne sais pas. Bon, il est certain que moi-même, quand dans mes petits écrits, la justice est interprétative au niveau des juges, c'est clair, et qu'il ne peut pas y avoir de justice rendue par des robots. Enfin, en tout cas, si la justice est écrite d'une façon rigoureuse au point que on pourrait l'attribuer ou avoir un langage. Ah oui, il y a aussi cette histoire de langage fixe. C'est-à-dire que le langage, les mots n'ont pas cette espèce de flou qui est attaché au langage forcément par sa structure, comme l'a expliqué Luc. Il y a un pont entre le mot et la façon dont il rentre dans la tête et dont il est analysé, compris, etc. Donc, cette espèce d'endroit où on a des robots, un langage fixe, enfin voilà, ne me dit rien qui vaille, effectivement. Donc là, pour le coup, je basculerai, non pas pour dire oui, plus la logique que la rigueur, puisqu'en fait, j'ai l'impression que c'est plus le même débat. Mais effectivement, à la fin, il ne faut pas non plus se leurrer. Même la Constitution, aussi rigoureuse serait-elle, est faite par des hommes. Elle est discutée par des hommes, entre beaucoup d'hommes qui vont trouver des compromis entre eux pour l'écrire de telle ou telle façon, la penser de telle ou telle façon. Donc forcément, l'option rigoureuse au sens strictement mathématique est peut-être difficile à atteindre. Franchement, il faut être humble. Humble et puis réaliste, parce que nous ne sommes que des hommes imparfaits, et donc il est difficile d'en arriver là. Mais ça peut être un objectif. Ça peut être un objectif d'avoir cette rigueur. Voilà, ça peut être un objectif. Mais l'objectif ne doit pas aller à dire que la loi sera dite d'une façon claire, nette, sans équivoque, par des robots. Enfin, au bout du compte, on arrive à ça. D'ailleurs, on fait un livre, comme le suggère Luc. Donc oui, pour l'instant, là, dans votre débat, je me pose vraiment cette question de savoir à quel point nous devons malgré tout être humbles par rapport au fait, en fait, conscients que ces constitutions, ce dont on parle, tout ça, c'est écrit par des hommes imparfaits. Voilà. Non, franchement, je n'arrive pas. Et j'ai pas eu de commentaire sur l'introduction de la dynamique nécessaire. Lorsque j'ai fait ma première intervention, bon, j'ai pas non plus l'endroit. J'ai dit que je ne savais pas où et comment l'insérer dans notre discussion, mais peut-être avez-vous une idée là-dessus. Voilà.
Oui, je rebondis tout de suite sur ce que tu viens de dire. Enfin, si pour moi, quand je parlais de dialectique, de logique floue et tout ça, c'est ça la dynamique. Hein, c'est complètement ça, justement. Or que la logique purement formelle, il n'y a aucune dynamique dedans. On est vraiment dans de la mécanique pure et simple. Hein. C'est un peu comme pour prendre une analogie, c'est les animaux mécaniques de Descartes. Alors qu'on sait bien que même les animaux ne sont pas du tout des mécaniques. Bon, on pourrait, je pense, épiloguer longtemps. Je pense pas qu'on ait de non-dit. Hein. Enfin, franchement, peut-être on s'exprime mal, peut-être on arrive mal à exprimer ce que l'on pense, mais je pense pas qu'il y ait de non-dit. Hein, franchement, non. Bon, après, voilà, sur la critique de la charte de l'environnement, je pense que c'est un bon exemple. Oui, tu t'attaches à la forme. Et tu as raison, Christian, parce que, à la limite, je dirais, c'est même très bien que ça soit ainsi, puisque nous sommes différents. Et toi, tu vas t'attacher beaucoup plus à la forme. Moi, la forme est importante, hein, mais je vais aussi m'attacher au fond, à certains éléments de fond. Et toi aussi, d'ailleurs, puisque toi-même, tu l'as relevé, ce problème de fond par rapport à la charte de l'environnement. Et donc, on ne va pas insulter nos intelligences, mais le fait qu'on soit différents, enfin, pas nos intelligences, on ne va pas insulter l'intelligence. Le fait qu'on soit différent, ça permet de mieux couvrir le spectre. Je pense qu'il faut le voir comme ça aussi, en synthèse, je dirais. C'est de se dire, comme ça, au moins, on va bien couvrir le spectre. Et si on s'égare trop dans les jugements de valeur, hein, qui ne seraient pas des bonnes valeurs parce que ce ne seraient pas des valeurs exactes, hein, eh bien, Christian sera là pour nous ramener toujours à la forme, etc. Et c'est très bien comme ça. Je pense qu'il faut... si je dois conclure quelque chose, c'est ce que j'aurais envie de dire. Après, tu nous as dit aussi, la Constitution ne règle pas le fait d'aller boire un coup. Eh bien, si. Eh bien, si. Avec les confinements, avec les passes sanitaires, la façon dont ça a été mis en place, oui. C'est une conséquence directe de ce fonctionnement de la société qui fait que tu n'avais pas le droit d'aller boire un coup. Si, ça règle ça aussi. Non, ça règle, alors pas tous les aspects de la vie, heureusement, mais ça en règle la grande partie de la vie en société quand même. Et de façon de plus en plus intrusif, puisque moi j'ai l'impression qu'on va dans un monde de plus en plus totalitaire, justement, autoritaire et totalitaire, justement, qui vise à régler tous les aspects de la vie. Donc là-dessus, je pense qu'il faut être vigilant. Et puis, qu'est-ce que tu as dit d'autre? La vérité. Oui, alors la Constitution ne règle pas le fait d'avoir. Et elle n'a pas vocation à dire la vérité. Bon, elle doit être quand même le plus vrai possible, le plus vrai au sens de correspondre au réel, hein, ce qu'on appelle l'exactitude. Mais elle définit malgré tout un modèle de société, si tu veux, en fonction des principes qu'elle va poser au départ. Elle va dire, on va être alors c'est plus ou moins de façon explicite, mais on va plutôt être dans un système plutôt monarchique, plutôt avec un système plutôt avec un grand chef qui dirige tout le temps, ou un système où ça va être un régime plus démocratique avec des assemblées ou pas, ou encore plus démocratique avec des agoras. Donc tout ça, ça définit des modèles de société quand même différents. Tu vois, c'est pas. Ça dit quand même ça énonce quand même un modèle de société que l'on souhaite mettre en place. Donc c'est pas du tout neutre. Hein. Et donc voilà. Hein, donc alors par rapport à la dernière chose, par la justification de la loi, oui, la loi effectivement n'a pas à se justifier en tant que telle. Elle doit juste être cohérente et être justifiable et traçable, je dirais. Là, on revient à la rigueur et à la cohérence avec les principes qui ont été posés justement dans les préambules, etc. Ça, par contre, si on doit chercher une justification des lois, on doit la trouver dans les principes qui ont été posés tout en haut de la Constitution. On doit avoir une cascade justement de raisonnement le plus logique possible. Qui nous amène à ces lois, de telle sorte que la justification de la loi en elle-même
n'ait pas besoin d'être explicitée puisqu'elle relève de ces principes supérieurs. Un dernier mot, Christian, peut-être? Oui. Alors, rigueur inatteignable. Bien sûr que oui. Bien sûr, oui. Les constitutions sont. On va parler de la constitution. Hein. Les constitutions sont décrites par des hommes. Les hommes sont imparfaits. La rigueur, c'est quelque chose de parfait. Donc la rigueur est inatteignable. Oui. Et après, tu as dit, mais ça peut être un objectif. Voilà. C'est un objectif. La rigueur. Et donc, on va juger en fonction de cet objectif, la rigueur. Et ensuite, la dynamique. On a dit la polémique. Alors, la Constitution, j'ai entendu la Constitution et la dialectique. La Constitution, c'est pas, à mon avis, c'est pas de la dialectique. C'est tout sauf de la dialectique. Alors, il y a de la dialectique à partir d'une Constitution, il y a de la dynamique. Et qu'est-ce que c'est que cette dialectique? Cette dynamique, c'est le tâtonnement historique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on commence à écrire une Constitution, hein, qui n'est pas très rigoureuse parce qu'on est des hommes imparfaits, mais l'action politique avance et petit à petit on modifie la Constitution. Et si on a cet objectif de rigueur, elle deviendra de plus en plus rigoureuse. Si on a un autre objectif, si on a un objectif d'imprécision, parce que c'est bien d'être imprécis, elle sera de plus en plus imprécise. Voilà ce que je veux dire. La Constitution, elle détermine le comportement de l'homme au bistrot. Non, c'est la loi, ça. La loi, c'est l'inflation réglementaire. Oui, alors, l'inflation réglementaire, les lois Covid, etc., sont rendues possibles par ce qui est écrit dans la Constitution. Mais c'est parce que, justement, c'est pas écrit avec rigueur. Et que c'est pas sur le fond, c'est pas la parce qu'on va pouvoir, quand on a parlé de développement durable, que c'est pas bien, ça c'est un débat politique. Bon. Alors, excuse-moi, juste, je t'interromps juste sur ça, parce que bon, on va être sur la fin. C'est pas parce que c'est pas écrit avec rigueur, c'est parce que tous les pouvoirs sont concentrés dans une seule main. Tu vois, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Et donc, il y a une volonté totale que ça soit comme ça. Non, mais, attends, oui et non, non et oui, bon, débat. Mais c'est de toute façon pas écrit avec rigueur. C'est-à-dire que si on dit qu'il y a une séparation des pouvoirs, mais que c'est pas écrit avec rigueur, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Voilà, bon. Et si on dit qu'il n'y a qu'un seul pouvoir monolithique, mais que c'est mal écrit, on va pouvoir aussi faire autre chose que le pouvoir monolithique. Sur cette affaire de développement durable et d'exactitude, la contestation de la rédaction de la charte d'environnement de ce point de vue-là, bon, c'est un problème politique. Bon, le problème juridique, hein, il est différent. Il est de démontrer que ça ne fonctionne pas. Voilà. Bon. La Constitution, ça détermine. Alors, j'ai jamais dit que la Constitution était neutre. C'est pas neutre une Constitution, bien sûr que non. Bon. Mais est-ce qu'elle détermine un modèle de société? Elle détermine un modèle de société. Vous savez, j'ai fait cette introduction là en disant il y a deux types de constitutions, des constitutions principielles et des constitutions procédurielles. Bon, il n'y a pas non plus qu'un seul modèle et un autre modèle, mais il y a des porosités entre les deux. Et du coup, si on regarde toutes les constitutions qui sont écrites dans le monde et toutes les constitutions qui ont été écrites au cours de l'histoire, on va pouvoir déterminer le pourcentage de principes par rapport au pourcentage de procédures et déterminer de ce fait si une constitution est plutôt procédurielle ou plutôt principielle. Mais, donc la constitution, ça n'est pas quelque chose de neutre, bien entendu. Et donc, c'est un modèle de société. Une constitution décrit un modèle de société, d'autant plus qu'elle va avoir un pourcentage important de principes dedans. Parce qu'il y a des modèles de constitution où il n'y a pratiquement pas de principes. Ce sont des constitutions uniquement procédurielles, où on explique comment on fabrique les lois, comment on fait ci, mais il n'y a pas de principe. Hein, bon, c'est-à-dire qu'il y a des organes de décision, des organes de construction de la loi, et puis c'est tout. Voilà, c'est pas borné, on peut faire les lois qu'on veut. Bon. Et lorsqu'on a un pôle principiel dans un bloc constitutionnel, il s'agit de savoir si
avant même de savoir qu'est-ce que c'est que ces principes, il s'agit de savoir si c'est applicable. Est-ce que ces principes sont des vrais principes? Est-ce que c'est des principes qui veulent dire quelque chose, ou est-ce que c'est des principes qui ne veulent rien dire, et qui justement sont mis là en tant que simili-principes, afin que le pouvoir dominant puisse dire, vous voyez, nous avons une société qui décrit un modèle de société, la preuve, nous avons un certain nombre de principes, mais au moment voulu où ils ont envie de faire autrement et de changer la direction, ils font dire autre chose au principe, et du coup on n'a pas de modèle de société, on a le modèle de la caste dominante, je dirais de l'association de malfaiteurs qui est tout pouvoir à ce moment-là, qui fait la forme de la société voulue à un moment voulu, parce que les principes sont mal écrits. Bien, ce sera le mot de la fin. Je crois qu'on ne peut pas finir mieux, je crois, cette émission. Merci, messieurs.